Bonjour Raja, merci beaucoup de nous accorder encore du temps. Nous sommes le 14 juin 2023 et on voulait faire un complément de l'audition qu'on a fait avec toi l'année dernière pour TESACO, et en particulier parce qu'il y a un débat en ce moment très important qui est suscité avec le déploiement des grands modèles de langage, les Large Language Models en anglais, et de toute la question de l'IA générative, donc, qui génère des contenus, du texte bien sûr, mais aussi de l'image, de la vidéo, qui devient de plus en plus difficile à discriminer de ce que peut générer les humains. Et donc, il y a même certaines personnes qui disent qu'on est face à des risques existentiels pour l'humanité. Donc voilà, on voulait te poser la question de ton point de vue. Est-ce que tu peux reposer les termes du débat selon ton point de vue et quels sont les enjeux? D'accord. Merci d'abord de m'avoir proposé cet entretien. Je réalise aussi le temps qui est très compté pour tout le monde, pour vous en particulier. Donc, pour aller tout de suite, disons, à ces questions-là, il faut juste peut-être poser la question de la euh, définition, c'est-à-dire, je ne vais pas définir, bien sûr, l'IA, etc., on en a déjà parlé, mais qu'est-ce que ce sont, que sont ces nouveaux systèmes et pourquoi ils provoquent cet engouement, ce choc qui, effectivement, dès la parution de ChatGPT, le premier jour d'utilisateurs, et maintenant on a à peu près plus de 2 milliards de connexions mensuelles. Donc, euh, le, bon, ça repose d'abord, techniquement parlant, sur quelque chose qu'on appelle les GPT, Generative Pre-trained Transformer. Donc, ce sont des architectures de réseaux de neurones qui s'appellent des transformers, qui ont été inventées, enfin proposées dans un papier par Vaswani et collègues qui étaient à Google DeepMind. Parce que, entre parenthèses, c'est maintenant effectivement dans ces grandes entreprises du numérique que les nouveautés qui étaient du ressort du milieu académique nous arrivent. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe au niveau académique, mais les moyens sont beaucoup moindres. Euh, donc, euh, et l'idée du transformer, c'était de remplacer en quelque sorte quelque chose qui était effectué par l'utilisation de réseaux récurrents pour essayer d'analyser un contexte quand on interprète des textes. Donc la différence entre les textes et les images, essentiellement, c'est que dans une image, tous les pixels sont là et on peut faire des traitements, on peut faire des convolutions, on peut passer d'une couche à l'autre du réseau en gardant les éléments qui ont été détectés dans l'image et les réassembler. Dans le texte, pour interpréter un mot, il faut le plonger dans un contexte, dans la phrase qui précède, voire un texte beaucoup plus long qui précède. Donc, il y a un problème de mémoire pour mémoriser ce contexte et un problème d'architecture pour le réinjecter pour l'interprétation du mot courant. Donc là, on utilisait dans le traitement du langage, de la langue naturelle, les réseaux récurrents avec une architecture, pardon, avec une démarche qu'on appelle long term short memory, bon, qui n'était pas suffisante. Et bon, donc l'idée de base du transformer était cette idée de réinjecter toujours, mais avec cette architecture qui permet une réinjection qui prend en compte un contexte beaucoup plus long. Donc, et cette idée était basée sur quelque chose qui n'était pas complètement nouveau, c'est de décomposer les mots en éléments, en sous-mots, qu'on appelle des tokens, qui sont porteurs d'une certaine information, en fait, hein, mais dont la combinaison va produire des mots, mais qui sont transformés en vecteurs. Et puis après, on va traiter ces vecteurs et calculer les distances entre les vecteurs, en fait, hein, dans un espace euh, qui est un espace latent. Et donc, permettre de prédire le prochain mot dans une phrase ou dans un texte, prédire aussi peut-être un mot manquant, c'est-à-dire si j'enlève un mot, on va évidemment par corrélation aussi
aussi essayer de trouver le mot qui aurait pu être là. Donc ça a provoqué une avancée importante dans le traitement de la langue naturelle. Et on a vu depuis 2017, l'apparition de ce papier d'ailleurs, beaucoup de progrès, beaucoup de résultats, beaucoup de publications et qui s'appuient sur cette idée, sur cette architecture. Euh, et, mais ça, donc, ça a déclenché ensuite une sorte de course parce que l'idée, c'est que si on préentraîne un système, une telle architecture sur de très très grandes quantités de données textuelles, je me focalise sur le texte actuellement, eh bien, et dans un apprentissage non supervisé, on construit un énorme modèle qui est tout prêt, en quelque sorte, parce qu'il contient énormément finalement d'informations, qui est tout prêt pour être utilisé ensuite pour soit directement, soit en le réentraînant ou en l'entraînant en plus sur un corpus spécifique pour produire finalement des textes générés, parce que c'est génératif, euh, en exploitant toute cette grande masse de données sur laquelle il a appris, donc en ayant une capacité de corrélation, hein, n'oublions pas que ce sont des corrélations, en produisant donc ensuite des textes. Et plus on a de représentation de tokens, donc de puissance représentative, et plus on peut produire des mots et donc du texte qui est long à partir d'un élément initial de texte. Donc, on peut, par exemple, dans GPT-4, on peut produire 50 pages de texte. Hein, donc, c'est énorme. Euh, et, euh, et avoir un contexte aussi stocker un contexte qui est énorme. Alors, cette puissance, disons, était connue, évoluée depuis 2017, mais est arrivé, et puis OpenAI, donc, qui est une entreprise relativement petite, d'ailleurs, c'est une entreprise sans profit, a euh, euh, produit et rendu public un modèle qui s'appelle GPT-2, donc en 2020. Et tout de suite, ils l'ont retiré en disant non, c'est trop, enfin, l'accès ouvert est trop dangereux. Donc, c'est intéressant, je le mentionne, parce qu'aujourd'hui, on voit justement un peu le contraire. Donc, ensuite, ils ont introduit ChatGPT. Donc, c'est un agent conversationnel euh, alimenté utilisant d'abord GPT-3, ensuite GPT 3.5 et GPT-4 actuellement. Euh, un agent conversationnel, c'est un système qui a une interface d'interaction avec l'utilisateur. Comme son nom l'indique, conversationnel, ça veut dire qu'on utilise la langue pour interagir, écrite enfin, sur un clavier ou orale, en l'occurrence ici c'est écrit, et il va produire, répondre, interagir. Alors tous ces agents conversationnels sont connus depuis longtemps, posent un certain nombre de questions éthiques aussi, mais bien sûr sont limités par le système de génération de langage qui est derrière. Mais dès lors qu'on met derrière un système de génération de langage aussi puissant que GPT 3.5 ou 4, eh bien, on obtient quelque chose qui est capable de mener une conversation beaucoup plus riche, si je puis dire. Et or, ce qu'a fait OpenAI, c'est de mettre ça à la disposition du public. C'est-à-dire qu'ils l'ont ouvert et tout le monde pouvait y accéder, c'est-à-dire le grand public, n'importe qui, les médias, etc. Donc, évidemment, là, ça a provoqué un événement assez particulier. Je m'explique. Euh, Tout le monde a entendu parler de l'intelligence artificielle. Peu de gens savaient qu'ils interagissaient avec un système d'intelligence artificielle quand ils faisaient une requête sur un navigateur ou quand ils cherchaient leur chemin sur leur téléphone, parce que derrière, il y a des algorithmes qui ressortent de l'intelligence artificielle, évidemment. Et là, tout à coup, tout le monde peut interagir avec un système
qui porte un nom qui est dénommé, qui est annoncé comme un système d'intelligence artificielle extrêmement puissant et qui manie le langage, qui manie la langue qui est connue depuis l'Antiquité comme le propre de l'homme, de l'être humain. Et donc, il y a un choc, je pense, du grand public, des médias, parce que les médias se sont emparés de ça de manière absolument inouïe, sur les capacités de l'intelligence artificielle. Manier la langue, c'est vraiment le nec plus ultra, pense-t-on, dans finalement ce qui fait notre intelligence, ce qui fait notre capacité à articuler des idées, un discours. En plus, les discours produits ou les textes, les énoncés produits par ChatGPT étaient très bien rédigés, sans faute d'orthographe, entre parenthèses, grammaticalement correct, donc tout à fait lisible, sur le fond, pas toujours, disons, dans un style très, très avancé, néanmoins bien construit, et même plus que ça, avec des informations, c'est-à-dire qui apportent quelque chose à quelqu'un qui ignore un fait, une situation euh, ou des concepts. Donc, ils expliquent à n'importe qui des concepts qui peuvent être assez complexes, qui ne sont pas à la portée des gens. Et ça, je pense, ça a changé beaucoup qualitativement l'appréciation de tout le monde, y compris les chercheurs, sur l'avancement de ces systèmes et leur capacité. Cette illusion d'intelligence a encore progressé et de manière avec un palier, disons, important. Donc, voilà pourquoi on est en train d'en parler. Voilà pourquoi hier, j'étais à France Culture pour une émission que tous les jours, je reçois des appels de journalistes me demandant ceci ou cela. Les journalistes sont sur ce truc en permanence. Alors, extinction, pas extinction, la pétition précédente qui, en résumé, demandait une pause que j'avais signée et l'appel plus récent sur l'extinction que je n'ai pas signé, effectivement, pose question. Donc, pour traiter ça assez succinctement, en mars dernier, donc, il y a eu une pétition lancée par Future of Life Institute, bon, peu importe, qui a été signée par beaucoup de monde, et qui demandait, après avoir argumenté sur un certain nombre de problèmes posés par l'intelligence artificielle générative comme celle-ci, mais sans parler d'extinction, mais en parlant quand même d'une menace pour un certain nombre de valeurs de l'humanité, demander une pause de 6 mois, le temps de prendre des mesures, disons, de gouvernance concernant ces systèmes. Alors, moi, cette pétition, évidemment, il y a un certain nombre de choses, d'affirmations avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Euh, je pense qu'une pause de 6 mois, ça ne suffira à rien du tout, parce que ça fait des années qu'on travaille sur les mécanismes de gouvernance de l'IA et que ça ne se passera pas en 6 mois. Et que de toute façon, 6 mois, c'est relativement négligeable comme temps. Euh, mais donc, je l'ai signé, hein, malgré le fait que je ne sois pas d'accord avec tout, mais je l'ai signé pourquoi? Parce que pour moi, dans l'engouement et l'enthousiasme ambiant, il fallait, euh, j'utilise le terme, lever un carton rouge. Il y a quelque chose là qui ne faut pas considérer comme juste une progression, etc. Il y a quelque chose, comme on dit en anglais, game changer, quelque chose qui change un peu les règles du jeu et, ou le match. Et il faut y faire attention, d'autant plus que tout le monde s'était rué sur l'utilisation de ChatGPT. Tout le monde, c'est-à-dire le grand public, les médias, mais aussi les entreprises. Les entreprises qui pensaient à utiliser ça ou qui pensent à utiliser ça, par exemple, pour service client, pour analyser différents sujets, voire pour produire des programmes informatiques, puisqu'ils peuvent aussi produire des programmes informatiques. Bon, donc, euh, je l'ai signé. Bon, Elon Musk l'a signé, donc tout le monde mentionne Elon Musk. Personne ne mentionnera Jachetila, peu importe. C'est pas,
le sujet. On n'est pas forcément d'accord avec tous les signataires d'une pétition. Et ça a provoqué le choc que moi j'attendais. Donc j'en suis finalement satisfait de cette signature. Et le choc a été toutes les réactions médiatiques qu'on voit aujourd'hui et une discussion un peu plus approfondie sur ce que sont ces systèmes. La deuxième affirmation qui provient de AI Safety, donc une autre institution aussi, parle de manière très courte de risque d'extinction. Et elle a été signée par des personnes que je respecte, des chercheurs comme Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, donc des gens tout à fait euh, d'abord au fait de ce que sont effectivement ces systèmes et de ce qu'ils sont capables de faire ou de ne pas faire. Mais elle a été signée aussi par les concepteurs même de ces systèmes, c'est-à-dire Sam Altman, par exemple, PDG de OpenAI, et d'autres grands acteurs industriels de l'intelligence artificielle de la Silicon Valley. Donc, au début, je n'avais pas signé, mais déjà, je n'étais pas d'accord sur le terme extinction. Et puis, quand j'ai vu après qu'ils étaient parmi les signataires, ben, je me suis posé des questions et je n'ai pas signé ça non plus à cause de ça. Donc, d'abord, l'extinction. Extinction au même titre que la pandémie ou le risque nucléaire. Donc, moi, je ne pense pas que les systèmes d'intelligence artificielle posent un problème de risque d'extinction. Ils posent beaucoup de problèmes, on peut y revenir, sur la démocratie, sur le lien social, sur la question de la vérité, justement, etc. Mais l'extinction, c'est un concept extrêmement fort. Enfin, plus fort que l'extinction de l'espèce humaine, je ne vois pas. Évidemment, il y a la destruction de la planète entière et toute vie sur la planète, mais si on est éteint, on ne le verra pas. Donc c'est exagéré. Ça rejoint toute la mythologie sur la superintelligence et ses conséquences. Ce n'est pas fondé, ce n'est pas expliqué, évidemment. Et donc, le terme extinction ne me convient pas. Et puis, le fait que ceux qui produisent les systèmes signent une telle pétition devrait nous interpeller. Pourquoi celui qui produit un système et le met sur le marché dit en même temps ça peut provoquer l'extinction de l'espèce humaine? Je veux dire, ceux qui produisent, par exemple, de l'énergie nucléaire et qui construisent des centrales nucléaires, voire ceux qui construisent des bombes atomiques, ne disent pas attention, ça peut provoquer l'extinction de l'espèce humaine. Ils disent on va contrôler l'usage, etc., et les risques vont être gouvernés et maîtrisés. Donc il y a quelque chose d'original là. Et une contradiction flagrante entre produire un poison, si je peux faire cette image, et annoncer que c'est un poison extrêmement dangereux. Bon, pourquoi ne pas arrêter de le produire à ce moment-là? Donc, moi, je pense que ce qui est sous-jacent à cette signature, c'est parce qu'en parallèle, il y a d'autres déclarations sur la réglementation de l'intelligence artificielle qui commence à prendre une certaine dimension. Ce n'est pas qu'en Europe qu'on en parle, justement, on en parle au G7, on en parle dans la Silicon Valley également. Et eux, ils commencent à parler, les producteurs de ces systèmes commencent à parler de réglementation et de besoin, de nécessité de réglementation. Donc, je pense que cette opération, c'est aussi pour se positionner dans la conception de la gouvernance ou de la réglementation internationale de ces systèmes et afin d'influencer de quelle réglementation nous parlons et finalement d'être des acteurs de cette réglementation au même titre que les gouvernements et les États et donc finalement évidemment essayer d'en contrôler les différentes orientations. Voilà, je vais m'arrêter là parce que la question était importante, mais il était aussi important de développer un peu euh, comment ça s'est passé et pourquoi il y a eu ces appels et finalement où on en est aujourd'hui. On peut revenir. Aujourd'hui est un jour particulier parce que le Parlement européen vote aujourd'hui sur son texte du règlement européen. Je, je, je,
voudrais poser à Raja deux questions. Une sur ce qu'il vient de dire à l'instant, enfin, cette question de l'extinction. Une hypothèse plutôt psychologique, plutôt qu'institutionnelle sur ce qui peut motiver les Altman et compagnie à annoncer l'extinction. C'est aussi se donner à eux-mêmes une importance démesurée. Ils sont au fond ceux qui, par leur génie entrepreneurial, technologique et scientifique, sont en mesure, en quelque sorte, de provoquer l'extinction. Alors évidemment, ils disent, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Mais voyez, on en est capable. Donc on est vraiment les gens les plus puissants du 21e siècle. On bat les Oppenheimer, etc. Donc je pense qu'il y a aussi une dimension de, il se monte le bourrichon, si je puis m'exprimer ainsi, avec cette idée d'extinction. Qu'est-ce que tu penses de cette idée psychosociale? Alors, effectivement, ces entrepreneurs sont connus pour leur hubris et effectivement, là, on atteint un niveau assez important dans une croyance qu'ils peuvent effectivement avoir sur leur toute-puissance. Tu as tout à fait raison de considérer cette dimension parce qu'elle est importante dans leur comportement. Euh, C'est-à-dire que ils ont certainement effectivement l'impression de pouvoir influencer l'humanité, c'est pas complètement faux, hein, d'une certaine façon, d'une manière tellement profonde et globale que oui, psychologiquement, comme tu dis, ça leur est monté un peu dans la tête et ils croient peut-être effectivement qu'ils ont des capacités importantes, y compris celle de l'extinction de l'humanité, se mettant au même niveau que les concepteurs de la bombe atomique, effectivement. Je pense que c'est un élément euh, qui, en plus, je pense aussi, rejoint probablement une idéologie transhumaniste sous-jacente qui pénètre beaucoup ces grands entrepreneurs de la Silicon Valley. Oui. Et puis, si je peux, avant de rendre la parole à Mehdi, pour revenir alors au tout début de ton exposé, qui était tout à fait pertinent et très particulièrement clair, je te remercie. Euh, tu, n'as, tu as présenté ChatGPT, l'IA générative, comme de manière très sobre, en quelque sorte, en disant, ben voilà, on a fait pour le langage ce qu'on avait fait avant pour les images, pour les raisons que tu as dites, c'était difficile et puis on a surmonté les difficultés techniques et on a maintenant un instrument qui effectivement fait un effet massif parce que, comme tu l'as dit très très bien, les êtres humains, enfin les gens ordinaires, les gens en général, trouvent que quelque chose qui converse, qui parle avec pertinence, ça ressemble vraiment beaucoup à un humain avec son intelligence et c'est très impressionnant. Et je crois que tu as dit que c'est très impressionnant, non seulement pour le tout venant, mais aussi pour nous-mêmes, les chercheurs, les philosophes, les technologues, les scientifiques, qui considèrent ces systèmes. Mais il y a une chose que tu n'as pas dite et sur laquelle je voudrais t'interroger. Tu as fait un peu comme si, il m'a semblé, tu as donné l'idée qu'au fond, on comprenait bien ces systèmes. Or, on ne les comprend pas si bien que ça. Et ça, je voulais t'interroger là-dessus. Et je voulais aussi te poser une question qui me tourmente personnellement, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment ChatGPT arrive à distinguer, comment dire, l'objet et les méta-instructions. C'est-à-dire comment est-ce qu'il arrive à comprendre que quand on lui dit fais-nous un exposé de la relativité générale pour des gens qui comprennent pas les mathématiques, ou écrit un sonnet érotique à la manière de la Déclaration des droits de l'homme, il distingue bon, l'objet, c'est le sonnet érotique ou
l'intelligence ou la relativité générale, ça c'est l'objet, il faut qu'il tienne un discours sur cet objet, mais il doit le faire dans un certain style ou d'une certaine façon. Et il arrive d'une certaine façon à ségréger les deux types d'instructions. Je n'arrive pas à comprendre comment il arrive à faire ça. Oui, alors évidemment, je ne sais pas tout, loin de là, sur le fonctionnement de ChatGPT. Et effectivement, je ne peux pas répondre de manière bien argumentée sur comment il analyse les phrases qui peuvent être longues et complexes d'ailleurs, des prompts pour répondre. Mais, mais c'est de l'ordre, enfin, je pense que c'est aussi de l'ordre de quelque chose qu'on sait faire, qui est l'analyse de phrases, donc sujet, verbe, complément, etc. Il y a le parsing des phrases, il doit avoir des instruments, c'est une interface finalement, c'est l'interface de l'agent conversationnel. Quand on interagit avec lui, il n'y a pas besoin encore de toute la puissance du transformer qui est derrière pour interpréter la phrase, le sujet, de quoi l'on parle, etc. Mais ensuite, et là je ne sais pas exactement à quel moment, assez rapidement, donc après l'analyse de cette phrase, d'ailleurs, donc le mot principal, les éléments principaux, il y a effectivement l'appel au modèle et donc la puissance des corrélations qui vont être faites pour produire la réponse. Et cette, donc, moi, je n'ai pas vu quelque chose de publié là-dessus, mais je pense qu'il y a d'abord cette interface hein, qui peut être relativement classique, même si elle est puissante, d'interprétation des phrases, des prompts, et tout de suite augmentée par la capacité corrélative et la génération ensuite. D'accord. Merci, merci. D'ailleurs, tu as dit que tu n'avais pas lu, alors tu n'as pas lu en partie parce qu'on ne peut pas tout lire, la littérature est immense, mais enfin, il faut bien dire aussi qu'une partie de ça est cachée par le secret industriel, et ça, c'est quelque chose qui peut nous mettre un peu mal à l'aise, nous autres chercheurs. Oui, alors heureusement, d'une certaine façon, il y a aussi il n'y a pas que ChatGPT, il y a aussi d'autres systèmes génératifs euh, qui sont dans une démarche de logiciel ouvert et donc qui sont un peu plus transparents, même si là aussi les concepteurs ne divulguent pas tous les mécanismes sous-jacents. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de ChatGPT à cause de sa puissance et du choc initial qu'il a créé, donc il a pris la première place. Mais effectivement, il y a d'autres systèmes qui arrivent sur le marché ou qui sont déjà là. Et donc, et en plus, ça me donne l'occasion aussi de parler des questions des langues qui sont utilisées, comme ces systèmes sont essentiellement fondés sur l'utilisation d'un corpus en anglais. Il y a beaucoup de projets, de volonté de développer des systèmes génératifs dans des langues différentes, en français par exemple, dans des langues européennes, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le salon Vivatech, ou demain. Donc, le président de la République va s'y exprimer et je crois qu'il va parler aussi de ces questions il va parler des questions de l'IA générative et des questions de souveraineté, euh, qui est un concept qui recouvre beaucoup de choses, mais en particulier, il y a aussi la défense de la culture et de la langue française. Donc, on va certainement assister à des développements de systèmes, disons, encouragés par les gouvernements divers pour défendre leur langue, pour qu'elle ait sa place dans la diffusion de ces technologies. On parle peu de la Chine dans ce concept parce que la Chine aussi a développé des systèmes et bien sûr, ils parlent mandarin surtout. Et donc, il n'y a pas que l'anglais, sauf que bien sûr, ces systèmes ne sont pas diffusés en Occident. Mais les corpus, quand même,
et ça c'est un point essentiel justement, les corpus étant surtout en anglais, ils véhiculent la culture anglo-saxonne. Et euh, même s'il y a un pourcentage beaucoup plus faible d'autres langues, français, allemand, etc., c'est un corpus plus restreint et choisi, et donc il n'est pas non plus nécessairement représentatif de toute la culture de ces langues. Et parfois, l'anglais est utilisé comme langue pivot, c'est-à-dire qu'on va traduire en anglais et retraduire. Et ce qui fait que on peut, à travers ce mécanisme, c'est pour ça que je parle de souveraineté, avoir des systèmes qui vont diffuser encore plus la culture, la manière de penser, disons, hein, parce que c'est exprimé dans les textes anglo-saxonnes, et donc ça, c'est un enjeu effectivement important. Alors moi, j'aimerais vraiment revenir sur quelque chose que tu as soulevé, qui est l'illusion d'intelligence que peuvent susciter ces systèmes conversationnels, donner l'impression qu'ils comprennent les choses dont ils parlent, et ça me semble pouvoir poser des risques d'introduire une confusion pour les utilisateurs, l'illusion justement que ces systèmes comprennent, et du coup une plus grande difficulté à distinguer ce qui peut être vrai de ce qui peut être faux dans ces systèmes. Et il me semble qu'il y a une chose que tu as soulevée dans une des discussions qu'on a eues dans le cadre du laboratoire, mais qui mériterait d'être partagée ici, c'est l'incapacité de ces systèmes à pouvoir comprendre, à pouvoir raisonner ce qu'impliquent les énoncés qui manipulent en termes d'événements dans le monde physique. Par exemple, un énoncé qui parlerait de déplacer un objet dans l'espace et puis que ça aurait des implications physiques sont quelque chose qui semble hors de portée de ces systèmes. Est-ce que tu pourrais en dire plus, s'il te plaît? Oui, alors ça c'est un point essentiel, il me semble, parce que, enfin, j'affirme, et on le sait, ces systèmes ne comprennent pas ce qu'ils disent. Donc, ce problème de la sémantique, de la signification est important en intelligence artificielle depuis toujours. Mais là, avec justement l'impression qu'on a quelque chose de construit dans la langue, eh bien, on a parfois l'impression qu'effectivement le système comprend de quoi il parle. Mais non, il ne peut pas comprendre de quoi il parle, c'est inhérent à la nature du système, parce que ce sont des systèmes corrélatifs, pas causaux, et donc on peut corréler, mais on peut euh, 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 décrire, reconnaître, par exemple sur une image, un objet particulier avec ces systèmes, sans que le système ne sache ce que c'est véritablement. Donc, je prends l'exemple, euh, un chat, hein, exemple classique de traitement d'image, voilà. Les systèmes peuvent reconnaître des chats dans toutes les directions après avoir fait un apprentissage sur une grande quantité de données étiquetées chat, mais ils ne savent toujours pas ce que c'est qu'un chat. Et ils n'ont jamais eu l'expérience phénoménologique du chat. Et contrairement aux êtres humains qui vivent dans le monde réel, dans le monde physique, qui sont soumis aux contraintes du monde physique, qui interagissent avec le monde physique, et dont les concepts les plus abstraits euh, sont nés, ont été élaborés tout de même à partir d'une connaissance du monde physique. Alors peut-être que Daniel ne sera pas d'accord, lui, philosophe, mais enfin moi je pense quand même que une, comment on dit, un cerveau dans un vase, même s'il est connecté juste à des yeux, enfin à des caméras, aura beaucoup de mal, en tout cas je ne vois pas comment il peut y arriver, à élaborer des concepts du monde physique qu'il est en train d'observer. Il faut, toute l'histoire des sciences s'appuie sur l'expérimentation, l'hypothèse scientifique, et pas seulement sur l'observation pure et simple. Et c'est toute cette démarche d'acquisition de connaissances et d'abstraction des connaissances en une théorie qui a un pouvoir explicatif et prédictif. C'est construite justement grâce à l'interaction avec le monde. Et à partir de là, on peut élaborer des concepts aussi euh, comment dire, aussi complexe et aussi peu clair que, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique, enfin la physique quantique, ou qu'est-ce que c'est que la dignité humaine. Euh,
donc qui ne sont pas des observables directs comme ça dans notre monde, mais on peut construire, élaborer les concepts. Donc, cette question de sémantique est essentielle et pour moi, elle est inhérente, enfin, l'absence de sémantique, inhérente à ces systèmes. En d'autres termes, quand ChatGPT dit chat, il ne sait pas de quoi il parle quand il parle de chat. Et ça, c'est un problème parce que ne sachant pas de quoi il parle dans le monde réel, il peut dire des choses, il peut rédiger des choses issues de ces corrélations qui non seulement sont inexactes, mais peuvent amener les êtres humains à agir d'une manière qui n'est pas appropriée, voire qui est dangereuse. Entre parenthèses, c'est peut-être de là que vient l'histoire de l'extinction, c'est-à-dire que les systèmes peuvent convaincre les humains de s'éteindre d'une certaine façon. Euh, mais donc, c'est or, ce qui commence à m'interroger sur ce que je viens de dire, en fait, hein, c'est que des gens comme Geoffrey Hinton, donc de nouveau l'un des grands acteurs des systèmes d'intelligence artificielle modernes, basés sur l'apprentissage, etc., dit c'est pas si clair que ça qu'ils ne peuvent pas élaborer une sémantique. C'est pas forcément exactement la même que la nôtre, mais enfin, le fait que ce soit des systèmes purement corrélatifs ne signifie pas nécessairement qu'ils ne peuvent pas avoir une sémantique qui est définie. Après tout, alors là, c'est pas lui qui le dit, mais c'est moi. Après tout, effectivement, nous élaborons des théories, mais c'est bien parce que nous observons quelques corrélations que nous essayons de fouiller un peu plus et de comprendre. Donc la corrélation en soi peut être porteuse d'une d'un certain sens, d'une certaine sémantique, disons. Hein. Voilà. Euh, je suis à moitié convaincu, enfin à moitié, beaucoup moins que la moitié, convaincu parce que on peut observer des pommes tomber toute la journée, élaborer la théorie de la gravitation, c'est une autre affaire. Et justement, on fait appel à ce pouvoir d'abstraction qui, pour le moment, est absent. Néanmoins, je crois il faut peut-être creuser un peu plus. Donc, cette question du passage du corrélatif au sémantique. Et donc, je reviens un peu sur le fondement de la sémantique, parce que la sémantique dans les langues, ce sont des concepts complexes aussi, tout le monde n'est pas d'accord sur comment nous élaborons la signification des mots, du texte, etc. Est-ce qu'il suffit, excusez-moi, là, mon verre d'eau va être servi. Est-ce qu'il suffit, comme certains linguistes le disent, est-ce que le contexte d'un texte, c'est-à-dire les mots qui se trouvent dans le même texte ou dans le voisinage, etc., est-ce que ça suffit à définir le contexte d'un mot, la sémantique d'un mot? C'est-à-dire que quand je parle, je reviens à mon chat, quand je parle de chat, je vais utiliser des verbes, je vais utiliser des adjectifs, je vais utiliser des qualificatifs, je vais utiliser plein de choses. Eh bien, ce sont eux, ces mots qui entourent le mot chat, qui vont déterminer sa signification dans le cadre de mon discours. Donc, et si j'ai plusieurs discours différents sur le chat, peut-être que globalement, ce réseau de discours différents sur le chat est la sémantique du chat. Si je peux me permettre, ça m'intéresse beaucoup parce que dans mon bouquin, c'est pas de mon bouquin qu'on parle, mais ça m'intéresse beaucoup. J'ai développé un peu cette idée justement que finalement ce que moi j'appelle la cécité sémantique, mais c'est la même chose que ce que tu dis, à savoir que les systèmes ne savent pas, ne comprennent pas qu'il s'agit d'un chat, ils mettent une étiquette mais ils ne savent pas ce qu'est un chat. Donc j'appelle ça la cécité sémantique.
Et je dis, mais finalement, c'est pas si clair que ça, effectivement, exactement selon ce que tu viens de développer à l'instant. Et ça m'intéresse de savoir que Hinton lui-même a commencé à réfléchir à ça. Et comment faisons-nous nous-mêmes, finalement, pour comprendre certains aspects de la sémantique. Donc, c'est très intéressant. Je crois que beaucoup de choses vont se développer, j'espère, sur cette question-là qui est assez obscure et assez profonde. Et, je dois dire, pour le philosophe, très intéressante, mais pas que pour les philosophes. Je profite du fait que j'ai la parole, là, juste parce qu'on a très peu de temps, malheureusement. Euh, voilà, je voulais te demander, poser la question suivante. On sait donc que ces systèmes ne sont pas fiables, qu'ils ont ce qu'on appelle des hallucinations, que par moments ils inventent des trucs au milieu de quelque chose de parfaitement correct. Tout à coup, ils sortent un truc qui n'existe pas, qui est mythique ou qui est complètement erroné ou complètement déplacé. Est-ce que tu crois que ces systèmes vont peu à peu s'améliorer au point où ils pourront être fiables? Et à ce moment-là, effectivement, les médecins, les juristes, toutes sortes de métiers vont être impactés parce qu'ils vont faire par un super chat GPT, ils vont faire par un super chat GPT ce qu'ils font actuellement avec leur intelligence humaine. Est-ce que tu vois une limite de principe? Est-ce que tu es... voilà, qu'est-ce que tu en penses? Alors, euh, je crois qu'il y a une limite de principe et je crois qu'il y a en même temps euh, moyen comment dire, de repousser cette limite, effectivement. La limite de principe, c'est toujours la même, c'est l'aspect corrélatif. Et aujourd'hui, enfin, sans même parler de ChatGPT, etc., mais on y reviendra, euh, tous les systèmes qui sont basés sur l'analyse de données, quelles qu'elles soient, pour établir donc des corrélations entre des éléments constitutifs de ces données, enfin analyser de ces données et finalement reproduire ensuite d'autres quand ils sont génératifs, ou en tout cas faire des classements, etc. Tous sont basés sur de la statistique. Une statistique très élaborée, une grosse fonction mathématique qui est le réseau de neurones, euh, qui élabore ce modèle statistique, mais ça n'en reste pas moins une statistique. Donc, ça signifie que ces systèmes, en fait, le modèle qui est construit, c'est une sorte d'espace dans lequel il y a des vecteurs qui représentent finalement les données qui ont été, euh, qui ont été analysées, qui ont été classées dans certaines zones de cet espace. Et la notion, et quand le système va interpréter, il va mesurer en quelque sorte une distance entre deux éléments dans cet espace de très grande dimension. Et si la distance est faible, eh bien, ça signifie que cet objet et son voisin, voire confondus. confondus. Or, cette proximité qui est fondée de nouveau sur la corrélation, n'est pas forcément appropriée, n'est pas forcément réelle dans la réalité. Et on voit, par exemple, de multiples exemples où des images, par exemple, un article connu, un scooter sur une route avec le ciel bleu et une prairie derrière est interprété avec une certitude, c'est-à-dire un degré de confiance plus exactement, hein, de 99% comme étant un scooter, et on change l'attitude de scooter un peu, et l'interprétation, c'est parachute avec un degré de confiance de 100%. Donc, on voit bien que là, il y a quelque chose qui s'est passé dans cet espace où la confusion n'était pas due à l'observation du scooter, mais peut-être du paysage qui est derrière. Enfin, voilà. Cette proximité a joué. Donc, il y a un problème inhérent. C'est pour ça que je dis que ça, on peut tout faire dès lors que c'est statistique, et même avec des pourcentages aussi élevés que 99%, les systèmes peuvent se tromper et se tromper d'une manière non prévisible et se tromper d'une manière avec aplomb, c'est-à-dire en disant je suis sûr, c'est 1. Voilà. Et ça va rester. Ça va rester. Alors là où il y a quand même une possibilité de progrès, c'est évidemment l'apprentissage continu. C'est-à-dire que si, suite à cette corrélation, on
injecte dans le système une correction. On dit non, ce n'est pas un parachute, c'est un scooter. Enfin, c'est imagé, hein, ce que je dis. Ça signifie qu'on est en train, qu'on pourrait modifier les distances en quelque sorte, hein, mais il faut inventer le moyen de le faire dans cet espace, de façon à ce que la classification soit meilleure. Et bien, évidemment, on est en train de parler de système hautement non linéaire, donc ça ne sera jamais parfait, mais on peut peut-être faire des ajustements. Et là, à long terme, je pense que si on adopte, disons, ce type d'approche de ce qu'on appelle l'apprentissage continu, et qui n'est pas trivial, hein, eh bien oui, on peut imaginer que ces systèmes vont améliorer. Alors déjà, dans ChatGPT, il y a quelque chose qui a été introduit. Vous lui posez une question, vous lui demandez de faire quelque chose, et il produit un résultat faux, par exemple dans un raisonnement logique, ou dans un calcul. Eh bien, l'ingénierie du prompt, l'ingénierie de l'invite, maintenant, c'est de dire, bon, non, c'est de lui dire que ça, c'est faux, et qu'on va procéder pas à pas, step by step. Et donc, on va lui donner finalement les démarches, en d'autres termes, on va guider les corrélations qu'il faut adopter pour arriver à la solution. Et là, ben, il donne de bonnes réponses. Voilà. Alors, je m'empresse de dire qu'il ne faut surtout pas comparer ça à la manière dont on explique des choses à un autre être humain ou à un enfant. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Mais quand même, il y a l'idée que si on peut guider le traitement que le système effectue, ben, dans le but de l'améliorer, bien sûr, ben oui, ben, il va s'améliorer. L'approximation va être meilleure. Jusqu'à un point, peut-être, où ça deviendra tellement meilleur, c'est-à-dire que ce ne sera pas 99%, mais avec plusieurs neufs derrière, et, et donc quasiment acceptable, voilà, acceptable comme résultat, parce que de toute façon, notre connaissance nous-mêmes de la réalité n'est jamais parfaite, hein, et donc on peut l'admettre, parce que tout est une question de aussi la manière dont nous percevons et acceptons les choses. Je sais très bien que si je monte dans un avion, il y a un risque qu'il s'écrase, mais ce risque pour moi est tellement mineur que je le prends. Et donc, on peut croire beaucoup de choses. Et la médecine, puisque l'exemple de la médecine a été évoqué, n'est pas une science exacte, donc il y a toujours des risques, on le sait bien. Donc, si les risques sont vraiment minorés, ben, on pourra peut-être prendre ces risques. Ce qui veut dire que ces systèmes ne sont pas inutiles, ne sont pas à jeter comme ça d'un coup en disant non, non, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut au contraire soulever leurs limitations et pour justement les améliorer et puis les utiliser surtout à bon escient. Juste pour conclure sur la médecine et qui est lié à notre conversation, il y a un article récent dans le New York Times qui dit que en fait il y a des médecins qui ont été utilisés ChatGPT, mais bon, ils ont bien vu que côté médical, pour en parler, c'était pas extraordinaire. En revanche, il leur a amélioré leur capacité de communiquer de manière empathique avec les patients. En d'autres termes, on a appris l'empathie d'une machine. Je trouve ça absolument, absolument à la fois choquant, finalement, sur l'état de l'empathie, Oui. et en même temps, qui pose des questions, hein, pardon. Merci. Quelques minutes pour conclure sur les risques réels, en fait. Donc, si on ne reste pas sur le côté risques existentiels qui peuvent susciter des réactions émotionnelles, voire même, comme tu l'as dit, nous empêcher d'envisager sereinement les problèmes de gouvernance pour légiférer, on peut se poser la question de quels sont les risques réels qu'il faut vraiment prendre en main et quelle régulation envisager. Daniel Dennett récemment écrivait qu'un des problèmes majeurs pour les sociétés humaines, c'est la contrefaçon. Contrefaire un discours, se faire passer pour un humain, qui peut saper la confiance et les fondements de la société aussi fortement que pouvait l'être la contrefaçon de la monnaie.
Naomi Klein, dans un autre texte récent, souligne le problème du droit d'auteur quand on entraîne ces systèmes sur des œuvres générées par d'autres, des êtres humains, et ensuite pour pouvoir générer de nouveaux contenus qui ressemblent à la manière d'eux et faire des profits là-dessus. Et en même temps, les personnes qui ont fait les œuvres initiales, qui ont contribué à l'entraînement, ne sont pas rémunérées, voire même leurs œuvres sont moins visibles. Est-ce que pour toi, ça fait partie des risques importants sur lesquels il faut légiférer, et quels autres risques tu vois? Ben, le risque de la contrefaçon, c'est le risque de la vérité. Enfin, je l'interprète comme ça un peu, hein. La contrefaçon, c'est imiter quelque chose qui existe par ailleurs et qui est vrai par quelque chose qui est faux. Euh, donc, ce qui est un peu, peut-être un terme, je ne sais pas dans quel sens Dennett l'a utilisé, mais c'est peut-être un peu limitatif par rapport au problème de l'invention, comme vient de le dire Daniel sur les hallucinations, l'invention de la vérité. Donc, ce n'est pas de la contrefaçon, c'est du faux, mais c'est du faux inventé et non pas de l'imitation du vrai. Donc, quelque chose de plausible néanmoins, mais quand même complètement différent. Donc, ce n'est pas un sac en cuir d'une marque célèbre qu'on a répliqué dans une matière peu noble. C'est vraiment quelque chose qui a été complètement inventé. Donc, je ne sais pas si le terme contrefaçon est là complètement approprié. Mais oui, moi je pense que ce risque est un risque donc profond pour nos sociétés. Une société donnée et donc un pays en général, pour généraliser, voire un ensemble de pays, une civilisation d'une certaine façon, est fondée sur un certain nombre de croyances, de concepts, de faits réels, historiques ou quotidiens, de suppositions euh, qui sont partagées. Elles ne sont pas listées quelque part, hein, mais elles sont partagées. Donc ce socle commun est un liant de la société, parce que ça nous permet effectivement d'être d'accord sur ce minimum, quoi, hein, sur ce socle, et à partir de ce moment-là, d'avancer ensemble. Si ce socle est fracturé, remis en question, fracturé parce que chacun a le sien finalement, étant donné qu'il a interagi avec un système génératif et que le système lui a répondu quelque chose dans lequel il a confiance, dans lequel il croit, mais qui n'est pas avéré dans la réalité. Et en plus, il n'a pas répondu la même chose à l'un ou à l'autre. Et donc, notre socle est fracturé. C'est comme la banquise qui commence à se fracturer. On ne peut plus effectivement établir un pont, un lien, une possibilité d'être ensemble, d'être d'accord sur un minimum. Et cette fracture peut fracturer la société dans son ensemble. Et donc, là, il y a un danger réel. Extinction, je ne crois pas, mais là, il y a un danger réel. Bon, à mon avis, on a vu les éléments ou les prémices dans l'assaut du Capitole. Ce n'était pas de l'IA générative, c'était des réseaux sociaux qui ont provoqué que des gens croient dur comme fer quelque chose que quelqu'un a dit, mais qui s'est propagé, qui a constitué pour eux cette expression oxymorique, la vérité alternative. Donc, et à partir de ce moment-là, oui, il y a un danger réel pour nos sociétés. Déjà qu'il y a très peu de confiance, par exemple, dans les personnalités politiques, là, ça peut avoir encore plus. Et ça ne sera plus simplement absence de confiance dans les personnalités, ce sera absence de connaissance commune, de confiance dans les faits, dans les réalités des choses, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, des événements. Et ça peut être extrêmement dangereux. Et c'est l'un des sujets, justement, je crois, les plus importants, cette question de la vérité. On a parlé de la sémantique, mais la question de la vérité, on l'a évoqué aussi. Euh, et, et effectivement, enfin, sur ce plan, je suis d'accord avec Dennett, euh, c'est une menace assez majeure, et c'est pour ça qu'il est nécessaire de gouverner, de savoir gouverner, réglementer ces systèmes, bien que ce ne soit pas très très clair comment le faire concrètement. Merci beaucoup, Raja. Je pense que ce sera le mot de la fin, puisqu'on doit
retourner à nos occupations. Et en tout cas, voilà de quoi contribuer à faire réfléchir et à entretenir ces débats. Donc, à très bientôt. Merci à vous. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Raja. Daniel. C'était Mehdi. passionnant. C'était passionnant. Très Merci. passionnant d'échanger avec vous. Merci. Merci beaucoup. Hop, je